Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As here's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. La triple menace, édition du 2 février 2026. Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'avez pas eu un petit peu de solitude, là, parce que, les gars, j'ai une petite confession que je vous ai partagée aux gens, que je vous ai partagée aussi aujourd'hui. J'ai eu une avant-midi assez productive et j'étais allé faire des petites commissions, on a profité du soleil. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, lorsque je vais revenir à la maison, il va être à peu près 2 heures, je vais m'ouvrir une bière, on va descendre dans le sous-sol et on va s'amuser à regarder du football. Hey, un petit problème. Il n'y a pas de football. Puis rassure-moi que tu voulais pas intentionnellement regarder le Pro Bowl, là. Considérant en plus de ça que c'était... je suis pas tombé sur le Pro Bowl en ouvrant ma télé, je suis tombé sur le classique, là, émission de chasse et pêche pour booker le milieu de journée, dans le fond. Là. T'aurais pas voulu voir Joe Flacco et Shedeur Sanders jouer au Pro Bowl? Donc, on a quoi? Je ne sais même pas si 1h30 c'est assez pour essayer d'aller au fond de la question de comment se fait-il que Joe Flacco et Shedeur Sanders sont des Pro Bowlers, même si ce sont des remplacements. Là. Puis ça, au moins, je me dis, si seulement Joe Flacco l'avait fait une fois par le passé. Oh, wait, he doesn't. Est-ce la preuve que Joe Flacco n'est pas élite? Oh, les gros débats, là. Pardon. Alors, les voix... Dans pas grand temps, on va s'argumenter, voir si la robe était bleue ou était blanche, là. Oh, mon Dieu. Non. Donc, mesdames et messieurs, les voix que vous venez d'entendre, comme à chaque semaine, ce sont Félix Forget et Pierre-Olivier Poulain pour compléter le trio de la triple menace. Effectivement, donc, Super Bowl, c'est la semaine prochaine et c'est avec ça, d'ailleurs, qu'on va commencer l'émission. Parce que là, les group chats, ça commence à se laisser aller. Là. Tu sais, j'ai dit la semaine dernière, comme quoi on était déjà dans cette période-là de jaser un petit peu avec les amis, ceux qui ne regardent pas nécessairement le football et compagnie. Déjà de base, là, OK? C'est dimanche dans une semaine, jour pour jour, au moment qu'on enregistre ça. Lundi, ça va faire 6 jours, vous comprenez le principe. Est-ce que vos plans sont déjà organisés? C'est quoi vos plans? Écoute, mes plans sont pas encore totalement organisés parce que, exceptionnellement, le samedi soir du Super Bowl, je travaille toute la journée. Oh. Et contrairement à l'année dernière, je ne travaille pas le dimanche du Super Bowl. Oh, donc, je suis encore indécis à savoir qu'est-ce que je fais ce soir-là. Je sais même pas si je vais regarder. Ça va être du hate-watching des Patriots. Honnêtement, là, je sais même pas si ça va être du hate-watching. Je sais même pas si je vais l'écouter en français ou je veux l'écouter en anglais pour pogner le show de Green Day avant le match. Je suis vraiment dans un état d'indécision en ce moment. Là, Pop, fais attention un petit peu sur tes intentions auprès des Patriotes. On va revenir à ça tantôt. Mais Félix, qu'est-ce qui se passe, toi, de ton bord? Ça risque d'être quand même assez tranquille. Je pense que ça va être une année un petit peu plus tranquille à ce niveau-là. On va... tu sais, moi, le Super Bowl, je vais être honnête, je pense que j'en ai déjà parlé sur le show l'année passée. Là. Généralement, c'est un peu la game de l'année que j'aime le moins, étonnamment, parce que c'est comme la game de l'année où est-ce que le football devient comme secondaire, puis j'ai l'impression que le 3 quarts des gens qui l'écoutent, c'est pour autre chose que le football en soi. Moi, je veux écouter la game en soi. Fait que je pense que ça va être plus tranquille cette année, de changer un peu la forme. Je pense que ça va être agréable. Ça va faire du bien. Es-tu en train de me dire qu'on vit dans une société? J'irai pas à des affirmations aussi dangereuses sur ce podcast aujourd'hui. Mais on vit potentiellement dans une société. Est-ce que tu vas secouer les hanches en écoutant du Bad Bunny au Super Bowl? Ça vient pas me chercher. Je suis une facile dans la musique, là, mais ça vient pas me chercher. Je vais l'essayer. J'écoute à chaque année, j'écoute des choses. Je l'essaye, mais je l'ai écouté avec une oreille attentive, une oreille ouverte, mais
J'ai des doutes. Je pense pas que c'est le show. Je pense pas que je suis le public cible. C'est Taylor Mais avec Taylor. Félix, il y a certainement des incontournables là, de Bad Bunny que tu peux pas manquer. Là. J'imagine que tu les connais quand même. Là, genre Me Porto Bonito, Non, pour vrai, non. Mio, Zéro. Monaco. Mio, Félix n'est même pas sur Instagram, OK? Fait que, il Non, peut même ben, pas voir des Reels avec des non, tonnes de Bad Bunny en arrière. Mais c'est vrai, tu as un point par contre qui sont très TikTok, TikTok Tu sais, adjacent. probablement que pour Félix, Bad Bunny, c'est un lutteur, là. Non, On va donner un petit constat la semaine prochaine d'ici là. Oh, puis d'ailleurs, tant qu'à y être, on vous parle du Super Bowl. Juste pour ça aussi, puisque bon, nous serons avec nos familles, amis et quoi que ce soit, ben, l'émission va sortir le lendemain pendant la journée. Lundi en journée, on va vous sortir l'émission. Donc, inquiétez-vous pas pour ça. Là, ça ne sera pas disponible à la première heure. Donc, bon, est-ce que d'ailleurs, avec ça, les gars, les gens vous ont déjà commencé à demander dans vos cercles d'amis, là, ceux qui ne regardent pas beaucoup le football, pour qui est-ce qu'on devrait prendre? C'est un peu ça. dommage parce que moi, l'année dernière, j'étais en colocation avec une amie puis une collègue qui ne suivait absolument pas le football et qui voulait juste écouter le show de Usher, justement, parce qu'on est des milléniaux, tu sais, on s'entend. C'était Kendrick Lamar. Oh non, il y a 2 ans, c'était pas l'année passée, c'était l'autre d'avant. C'est pas grave. C'était l'autre d'avant. On voulait juste écouter, elle voulait juste écouter Usher, puis voir un peu, vu que Travis Kelce était là, c'est genre, c'est quoi le trip avec le boy à Taylor Swift. Fait que j'ai pas comme d'explication ou tu sais, de tableau blanc où ce que je peux expliquer, genre toutes les règles, tout ce qui se passe en ce moment, puis c'est quoi les narratifs autour de ça. Mais je te dirais qu'à ma job en ce moment, ceux qui suivent le football un petit peu plus, j'ai un de mes collègues d'ailleurs qui prend pour les Patriots en ce moment, qui m'a dit pas plus tard qu'il y a 3 heures avant l'enregistrement de ce podcast, qui prédit une victoire des Patriots par 4 points. Oh! Totalement biaisé, il l'accorde, mais... Félix, toi, de ton bord... Sérieusement, si quelqu'un a besoin de me poser la question de pour qui je supporte dans ce Super Bowl-là, cette personne ne me connaît pas bien. Jamais été un grand fan des Pats depuis... mais la défense des Pats, on avait parlé sur des choses cette année aussi, je les déteste moins que je pensais dans cette ère post-Tom Brady-là. Puis en tant que fan des Titans, c'est vrai que voir Mike Vrabel gagner un Super Bowl, ce serait quand même cool, même si, bon, il y a quand même le fait que ça donnerait 1 an au complet à faire en sorte que les Titans seraient la risée de la Ligue. Imagine de laisser partir Mike Vrabel quand, pour ceux qui connaissent mon avis là-dessus, Mike Vrabel est un excellent coach qui avait fait son temps à Nashville, qui avait besoin de partir. Tant mieux pour les Pats, je suis très content pour eux s'ils ont trouvé leur homme. Gros fan de Drake May aussi. Puis écoute, j'ai hâte de voir. Ce match-là m'intéresse beaucoup. Mais puis, en termes vraiment d'équipe, j'adore ce que les Seahawks ont cette année. Je suis tellement un gros fan de cette défense-là, cette attaque-là, la résurgence de Sam Darnold, puis c'est vraiment cool. Garde cette pensée-là, mais je vais juste partir sur une tangente. Je suis passé sur les réseaux sociaux cette semaine, puis de voir que Mike Vrabel, c'est drôle, hein, mais tu sais, les histoires qu'on connaît déjà un petit peu de certains joueurs, de certains coachs, tout sport confondu, quand ils passent d'un petit marché, excuse-moi Félix, d'un marché moyen à un gros marché comme là, c'est le cas avec celui de la Nouvelle-Angleterre, là, tu as des vidéos qui font surface comme « Ah, Mike Vrabel est tellement un joueur, un coach pour ses joueurs », puis le monde des commentaires sont comme « il a toujours été ça, là. Je ne sais pas sur quelle roche vous dormiez, mais bref. OK, donc, bon, les boys, là, c'est l'heure de prendre position. On va passer un peu aux choses sérieuses. Félix Forget, tu ne caches pas que, comme beaucoup de gens qui suivent le football, les Seahawks, ce sont tes favoris pour gagner le Super Bowl. Félix, il faut quand même mettre en contexte, là. Qu'est-ce qui fait en sorte que les Seahawks sont les favoris et pourquoi vont-ils gagner ce Super Bowl finalement? Cette équipe-là des Seahawks, c'est extrêmement intéressante dans le sens où c'est particulier qu'on ait cette équipe-là. Déjà que Sam Darnold est mené une équipe au Super Bowl, c'est particulier. C'est surtout la vitesse avec laquelle elle s'est construite. Il n'y a pas si longtemps que ça, on se demandait comment les Seahawks allaient possiblement récupérer la perte de Russell Wilson. On a eu des belles années avec Geno Smith. Puis là, on se demandait comment on allait survivre après ça quand Geno Smith partait. On change pour Sam Darnold. Puis on laisse partir DK Metcalf, Tyler Lockett.
Puis c'est vrai que c'était énormément de grosses décisions pour revamper un noyau qui n'avait jamais gagné. Ben, en fait, il avait gagné les 2013, je crois, le match contre les Broncos. Mais elle n'avait pas gagné depuis ce temps-là. Elle avait perdu au Super Bowl l'année suivante contre les Patriots, justement, et n'a jamais gagné par la suite. Fait que c'était des gros bouleversements. Et il faut donner tellement de crédit à John Schneider pour ce retournement de situation-là parce qu'on a réussi à créer en pas beaucoup de temps un noyau extrêmement compétitif. L'embauche de Mike McDonald comme entraîneur-chef a été un coup de circuit. Puis, tu regardes les derniers achats de première ronde de cette équipe-là, qui est Charles Cross, le plaqueur à gauche, qui est un partant de très grande qualité pour cette équipe-là. Devin Witherspoon, qui est un demi-de-coin qui a été nommé All-Pro cette année, un des meilleurs demi-de-coins de la Ligue. Il y a un autre joueur dont on va parler un petit peu plus tard parce que ce gars-là a été extrêmement crucial aux dernières années. Tous ces gars-là sont des gars extrêmement importants. Byron Murphy aussi sur la ligne défensive et Gray Zabel, qui est une recrue cette année, qui contribue au poste de garde à gauche. Puis, on a pesé vraiment sur les bons boutons. Sam Darnold, c'est un pari extrêmement risqué avec la manière dont ça s'était fini au Minnesota l'an dernier. Laisser partir Geno Smith qui rendait des fiers services. Puis, Sam Darnold a été tout aussi bon, sinon meilleur que Geno Smith. Kenneth Walker qui a émergé et tout. Puis, cette défense-là, qui a pris l'attitude de son coach, l'intensité de Mike McDonald. Ernest Jones, qui est un leader, puis je pense à DeMarcus Lawrence, qui est un autre gars qui me vient en tête. C'est ce gars-là dont la carrière elle a un petit peu nulle part à Dallas et qui a dit Dallas, c'est un peu la maison, mais je savais que je ne gagnerais jamais rien là-bas. Arrive à Seattle, devient un joueur clé malgré son. Ça reste un joueur vieillissant, DeMarcus Lawrence. Donc, pour tout ça, je pense que les Seahawks, qui ont démontré cette année qui était la meilleure équipe de la NFC du monde, on a terminé avec la première tête de série, puis on a battu les 49ers et les Rams en série, deux rivaux de division qu'on avait déjà battus pendant la saison. Pour moi, c'est la meilleure équipe de la Ligue. Et un autre facteur extrêmement déterminant pour expliquer non seulement la belle son de Sam Darnold, mais de l'attaque des Seahawks en général, c'est Jackson Smith-Njigba, un autre choix de première ronde, celui qu'on avait pris en 2023. Le deuxième, après Devin Witherspoon, les deux, on les avait pris en première ronde de cette année-là. Quelle saison! Une des saisons de receveurs éloignés les plus dominantes qu'on ait jamais vues. En termes de verge total, il ne dépassera pas Cooper Kupp, son année de triple couronne et MVP du Super Bowl, parce que Kupp, au total, si je ne m'abuse, c'est 2513. JSN était à 1950 à peu près avec un match à jouer. Devrait avoir la deuxième au total en termes de verge. Kupp avait... Le 2513 de Kupp, quand tu regardes ça, est absolument surréel. Là. Mais bref, je reviens à JSN. Tu sais, JSN qui pourrait finir avec 2100 verges au terme de l'année, en incluant les séries, ce qui est absolument incroyable pour un gars qui a sauté une semaine de congé. Puis qui jouait jamais au quatrième quart aussi, parce que les Seahawks sont tellement tout le temps pris de la mesure de leurs adversaires. J'aime l'attitude de cette équipe-là, j'aime l'intensité, j'aime la manière dont on opère, puis j'aime comment la défense joue tellement physique. Le dernier gars dont je veux parler, Nick Emmanwori, qui est un peu ce que Mike McDonald avait avec Carl Hamilton à Baltimore, il essaie de le recréer à Seattle un peu avec lui. A des allures de Cam Chancellor sur le terrain, il peut jouer littéralement partout, il frappe tellement dur pour une recrue. Ce gars-là, pour moi, va être un facteur déterminant dans ce Super Bowl-là. Je pense que c'est un gars qui pourrait faire la différence. Je ne suis pas sûr que ça va être lui le MVP. Là. Je pense qu'il faut beaucoup plus surveiller Sam Darnold et JSN dans l'éventualité où les Seahawks gagnent, évidemment. Mais Nick Emmanwori est un gars qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, le joueur recru, ceux qui ont moins suivi les Seahawks cette année, vous allez découvrir un sacré joueur en Emmanwori pendant ce match-là. Si Terry Woolen ne fait pas trop d'erreurs, s'il ne pointe pas des pénalités stupides, je pense que les Seahawks devraient gagner ce match-là. Moi, ça me ferait rire. Là, à quel point il y a des paris genre complètement absurdes, puis c'est absolument tout au Super Bowl. Là. Je me demande s'il y a un sportsbook à quelque part qui a pensé faire combien de snaps va jouer Tariq Woolen durant le match, over-under. Il va toutes les jouer. C'est sûr, c'est toujours sûr qu'il y a un site à quelque part qui existe pour ces affaires-là. Dernière question, Félix. Veux-tu te mouiller sur une marque? J'y vais avec 31-17. 31-17, c'est une victoire convaincante. Là. C'est très, très, très convaincant. Ouais. On va voir ce qui va se passer. Pop, de ton côté, bon, on le comprend. Okay? Là, les Patriotes sont un peu négligés. Mais tu sais, souvent, là, négligé ou pas, regarde, c'est un match à jouer. Donc, Pop, qu'est-ce qui peut arriver pour que ça fonctionne? Et tu sais quoi? On sort jase la semaine prochaine. Et les Patriotes sont les champions du Super Bowl dans l'ère post-Tom Brady.
en même temps, je me dis, si tu es un fan des Patriots, juste un membre de l'état-major, tu sais, oui, ça va faire mal si les Pats perdent dimanche, mais en même temps, ta saison est déjà gagnée. Tu sais, on est tellement parti de tellement loin pour se rendre là où on en est aujourd'hui que oui, ça va être le fun, une bague puis tout ça, la douche de Gatorade, les confettis puis tout ça, mais la saison est déjà gagnée. Fait que pour moi, tu sais, j'arrive avec ce Super Bowl-là, puis c'est vraiment weird de arriver avec un Super Bowl incluant les Patriots et de voir que cette équipe-là est underdog, alors qu'on a tellement été habitué souvent que c'était pas juste les favoris, mais littéralement l'empire du mal de la NFL. C'est tellement un feeling différent et tout ça. Mais cette équipe-là a tellement l'air de l'équipe du destin, là. Tu sais, oui, OK, oui, on a chialé, il y a du monde qui ont chialé toute l'année pour la cédule, etc. Puis, tu sais, on a eu des bons bandes en série. Tu sais, Justin Herbert n'avait pas sa ligne offensive. CJ Stroud, ça n'a pas été une performance convaincante. Jared Stidham remplaçait Bo Nix contre les Broncos. Et c'est là qu'on se rend compte que, tu sais, contre Denver, ça avait tout pris pour gagner. Je comprends qu'il y avait des conditions météorologiques qui font là-dessus, mais les Pats, peu importe ce que tu le lances dans leur face, peu importe le bruit extérieur que tu fais, peu importe ce qu'on dit sur eux, cette équipe-là réussit à gagner. Ce qui est complètement surréel. Puis, à un moment donné, il faut leur donner du crédit. Tu sais, je comprends que oui, il y a Drake May et tout ça, mais on a tellement réussi rapidement à l'entourer quand même, sans dire de joueurs élites, mais de joueurs avec des bons potentiels et avec un Mike Vrabel qui est capable de tellement amener des joueurs sans histoire, mettons, ou du moins qui sont loin des projecteurs à un niveau supérieur. Pour moi, ce Super Bowl-là, c'est ça. Ça va être ce que Mike Vrabel peut amener contre Mike McDaniel. D'après moi, je pense que le Super Bowl va jouer sur les lignes de côté dimanche. Donc, ton entraîneur-chef là, que tu préfères avoir dans ce match-là, c'est Mike Vrabel. Honnêtement, ils sont tellement égaux, mais tellement de façons différentes. T'sais, Mike Vrabel, au-delà d'être un gars vraiment intelligent, d'avoir un cerveau football vraiment grandiose, c'est un gars d'émotion. On parlait tantôt, Mike Vrabel, le monde découvre, entre guillemets, que Mike Vrabel, c'est un coach des joueurs et tout ça, mais c'est ça qu'on dit depuis toujours, ce gars-là est l'incarnation même de l'émotion et de vouloir se défoncer pour un coach. Je pense qu'il n'y a pas grand monde dans la NFL qui peut amener ça comme les Pats font présentement. Puis il faut donner du crédit un peu, puis on pense à des fanbases un peu comme, je sais pas, les Bengals, les Cards, les Browns, qui voient un Super Bowl peut-être une fois dans leur vie, puis tu as les Patriots qui, après 5 ans de rebuild, retournent déjà au Super Bowl. Ben, tout ça, ça part du management en haut. Si tu es un bon propriétaire, déjà avec Robert Kraft, ben, tout le reste découle sur le reste de l'organisation. Sur le terrain maintenant, je pense que juste gagner la guerre des revirements, je pense que ça va être la clé du succès pour les Patriots parce que Drake May, on aura beau chanter ses louanges depuis quelques semaines, sa protection du ballon a été déficiente, surtout depuis le début des séries. Je pense qu'on a échappé 4 fois le ballon contre les Chargers puis 3 autres fois contre les Texans. Contre les Broncos, ça a été moins pire un peu, mais la protection du ballon chez les Pats, ça va être le gros de la solution pour espérer gagner ça. Et moi, ce que je me demande, c'est étant donné que le Super Bowl est à San Francisco, donc qui est moins loin géographiquement de Seattle que de, mettons, Foxborough au Massachusetts, est-ce qu'on va avoir l'impact du 12e homme pour les Seahawks à Santa Clara dimanche? C'est peut-être l'impondérable que je recherche pour ce match-là. Est-ce que la foule va être plus du côté de Seattle ou de la Nouvelle-Angleterre au Super Bowl? Je pense qu'elle va être du côté du portefeuille, Pop. Ah, mais ça c'est clair. Mais je veux juste vous poser une dernière question avant de finir mon point là-dessus. Pour vous, là, si on veut mettre fin vraiment aux allégations de fraude du côté de la Nouvelle-Angleterre, il faudrait que les Pats gagnent par combien
pour que vous dites, hey, cette équipe-là était legit depuis le début, puis on les a juste sous-estimés. 2 possessions. Ça se joue une possession. Puis possiblement, je tends plus vers 3 points que d'un touché. OK? 3 points, c'est le fait, toi. Toi, après 3 points, tu te dis on bat les Seahawks, that's it. OK. Pour moi, tu disais la marque finale. Je sais pas, man. Deux possessions? Ouais, moi, si, mettons, les Pats gagnent par 2 possessions, là, je vais être comme, OK. Et voilà. Je vais admettre ma défaite et non, Pop, t'es là, tu les défends. Non, mais c'est Patriotes. Mais je pense qu'à partir de 2 touchés, là, à partir de 10 points, là, je pense qu'il va falloir juste donner les fleurs à ce club-là, puis juste arrêter avec les horaires, puis tout ça, la cédule, voilà. tout ça. Mais voilà. Si tu me demandes, moi, mon score, ma prédiction pour le match de dimanche, je sais pas pourquoi, j'ai le feeling d'un match défensif, un genre de 17-13. Un 17-13 Seattle. Alors, Pop, tu défends les Pats. Hey, j'ai défends, mais ça veut pas dire que je les défends que je peux pas prédire que Seattle va gagner, là. Voyons donc. Hey, drôle de nouvelle d'ailleurs. Là. Bon, ce sont les prédictions de la triple menace du Super Bowl. Mais c'est quoi drôle de nouvelle qui en sort parce que bon, on sait c'est aussi la saison des entraîneurs-chefs qui s'en vient. Ou du moins qui passe ce bon festival des nouveaux entraîneurs-chefs qui se font engager. D'ailleurs, du côté de Seattle, Clint Kubiak, qui est le coordonnateur à l'attaque, quelqu'un qui d'ailleurs s'est promené un petit peu là, entre différents jobs des années passées. Qui devrait, là, qui sera en fait le prochain entraîneur-chef des Raiders, bien qu'il travaille toujours avec les Seahawks, mais bien mérité. Félix a vanté les mérites de cette attaque à Seattle, pouvoir encore une fois là, permettre à Darnold de s'épanouir dans ce jeu offensif-là. On a parlé bien sûr des Jackson Smith et Njigba de ce monde qui fonctionne vraiment avec l'une des grandes saisons qu'on connaît. OK. Puis, dernier entraîneur-chef, les boys, qui fait la liste, c'est Mike Lafleur qui devient maintenant le nouvel homme avec les Cardinals de l'Arizona. Puis, là, c'est ce qui fait capoter un peu parce que Félix, clairement, t'en as des choses à dire. Là. Mais donc, Mike Lafleur, qui d'ailleurs n'a pas besoin de chercher très loin pour la relation de sang. Effectivement, il est dans la même famille que l'autre. Mais ce qui saute un peu plus aux yeux, c'est l'autre famille, ce qui veut dire la famille McVay. Et là, je ne parle pas de la famille de sang, mais l'arbre. On aime bien toujours faire les arbres là, des différents coachs, de leurs protégés qui vont se chercher des postes comme entraîneur-chef. Sean McVay, depuis qu'il est à la barre des Rams, donc en 2017, a eu au total 9 coordonnateurs. 5 à l'attaque, 4 à la défensive. On va vous les nommer. Matt Lafleur, Kevin O'Connell, Liam Cohen, Mike Lafleur, Mike et Matt, Wade Phillips, Brandon Staley et Raheem Morris. Messieurs, qu'est-ce que 7 de ces 9 hommes-là ont en commun? Beaucoup de monde qui ont été coach par la suite. Hein? Si je me trompe pas, je regarde vite de même. Là, il y en a encore beaucoup qui le sont actuellement. Exactement. Donc, ces 7 noms ont tous occupé ou occupent un poste d'entraîneur-chef passant depuis qu'ils ont travaillé sous Mike McVay. Et quand même, un nom aussi qui est là-dedans qui attire... Pardon? T'as dit Mike McVay. Mike McVay, excusez-moi, Sean McVay. Hein? C'est parce que je lis, tu sais, j'ai une liste de noms devant moi, donc je lis. Hein? Puis bref, excusez Mike Lafleur. Hein? Mais... Puis en plus, un nom qui attire bien des yeux là-dedans aussi, là, qui n'est pas encore entraîneur-chef, c'est Chris Shula qui aurait pu avoir son opportunité là, durant la saison morte. Mais effectivement, donc les gars, on a officiellement un nouvel
nouvel arbre, grand arbre d'entraîneur-chef du camp McVay. Oui. Félix, tu suis beaucoup cette équipe-là quand même, puisque bon, tu aimes beaucoup ce qui se passe, avec raison aussi. C'est une grande équipe qui est toujours parmi les favoris depuis que McVay est en place. Comment tu vois ça, cette situation-là? Il y a un phénomène dans la NFL depuis plusieurs années où est-ce que les équipes veulent avoir leur Sean McVay. Puis on veut comprendre comment ça a autant bien marché cette embauche-là. Puis c'est pas pour rien, d'ailleurs, petite stat que j'ai vue cette semaine. Quand tu regardes purement... si vous voulez comprendre pourquoi les équipes cherchent des coordinateurs offensifs pour les nommer entraîneurs-chefs, dans la NFL, en ce moment, là, le coordinateur offensif qui appelle les jeux, okay? C'est ça la nuance, le coordinateur offensif qui appelle les jeux, qui est en poste depuis le plus longtemps dans son poste actuel, c'est Josh McDaniels avec les Patriots qui a été embauché il y a 1 an et 10 jours. Tous les autres coordinateurs offensifs qui appellent des jeux depuis ce temps-là ont tous soit perdu leur job ou se sont fait offrir une job d'entraîneur-chef ailleurs. Fait que tu sais, c'est... Dans l'optique où tu veux une continuité au niveau de l'attaque, disons un carrière que tu veux conserver un certain niveau, c'est sûr qu'il y a tout le temps un énorme avantage à aller chercher un entraîneur qui appelle les jeux, surtout pour un jeune entraîneur offensif. Parce que sinon, tu vas te le faire voler. Dès que tu es en train de développer quelque chose, le gars va se faire offrir une job de coach en chef et il va partir. Fait que c'est ça qui est assez intéressant. Puis c'est pour ça que, disons, si tu regardes le cas des Eagles avec Nick Sirianni qui n'appelle pas les jeux, ça fait des années que Jalen Hurts n'a aucune stabilité au poste de coordinateur offensif. Puis on l'a vu cette année, ça a fini par complètement imploser. Fait que, à un certain moment, tu comprends dans cette nouvelle NFL-là que tu n'as pas vraiment le choix. Si tu veux de la stabilité offensive, tu n'as pas le choix d'aller chercher un coordinateur offensif et le mettre comme entraîneur-chef. Mike Lafleur est un cas particulier parce que lui, il n'appelait pas les jeux. C'est Sean McVay qui appelle les jeux du côté des Rams. Son nom de famille l'a clairement aidé. Puis, tu sais, ça reste un gars qui a quand même un certain passé. Mike Lafleur, avant de revenir avec les Rams, était coordinateur offensif des Jets il y a quelques années, sous Robert Saleh d'ailleurs. Et ça n'a pas super bien fini. C'est ramassé avec les Rams, puis l'unité était extrêmement bonne, mais à quel point c'était c'est le résultat de son travail plus que de Sean McVay qui, on sait, était extrêmement impliqué au sein de cette attaque-là. Moi, cette embauche-là en Arizona, on sait que c'était probablement le poste le moins enviable de toute la NFL. On sait que le propriétaire n'a pas une excellente réputation. Tu es un peu pogné avec Kyler Murray. Tu n'as aucune solution au poste de carrière. Puis ta formation en tant que telle manque cruellement de talent. C'est pas pour rien que ça a été la dernière à vraiment trouver son homme de confiance. Fait que je m'explique mal qu'est-ce qu'on a vraiment vu en lui, mais on a peut-être pris le seul gars qui avait un potentiel de... Tu sais, c'était lui ou Ray Morris. C'est les deux noms qui ont circulé, fait qu'on s'est dit, bon, on va essayer de prendre quelque chose de plus hot, là. Essayer d'avoir une jeune pousse puis voir si on peut en faire quelque chose. Mais je suis pas un énorme fan de cette embauche-là. Et ça va permettre aux Rams de donner une promotion. Je me doute que ce sera le cas, là. On a le coordinateur du jeu aérien, Nate Schilhassel, peut-être que je prononce mal le nom, mais vous avez probablement vu le nom passer comme un candidat au poste d'entraîneur-chef pour certaines équipes, les Steelers notamment, qui l'avaient en très haute estime. Mais bref, Schilhassel, qui est le coordinateur du jeu aérien, va probablement seulement être promu comme coordinateur offensif jusqu'à temps que McVay se le fasse encore une fois voler l'an prochain. Un autre coordinateur offensif. Si je vais ajouter je voulais juste avoir un point, puis moi, parce que quand on établit ce que Sean McVay fait, moi, ça me fait automatiquement passer à le fameux arbre des coordonnateurs défensifs de Bill Belichick, qui ont tous essayé de devenir entraîneur-chef dans la NFL, puis ça n'a pas marché. Puis, à un moment donné, il va falloir faire l'exercice de qui va gagner sur qui, les coordonnateurs offensifs sur Sean McVay ou les coordonnateurs défensifs sur Bill Belichick. On pourrait quasiment faire genre les Avengers contre Thanos, là. C'est bon ça. Mais c'est l'éternel débat. Puis comme Félix dit, ben écoute, on se tente, pitch quelque chose au mur, puis à un moment donné, quelque chose va coller, tu vas avoir ta prochaine pépite que tu vas trouver. Puis c'est drôle, mais cette pépite-là, souvent, tu sais quoi, c'est des trucs qui s'apprennent pas. Autant que McVay, oui, il est passé sous Mike Shanahan, lui-même a fondé
son propre arbre généalogique là, des entraîneurs-chefs. All right. Donc, mesdames et messieurs, on s'en jase la semaine prochaine de tout ce beau tralala là, qui est du football et du Super Bowl. OK. Du côté du basket, on a, de un, le match des étoiles de la NBA qui arrive dans pas long, mais on a une nouvelle qui nous est tombée samedi en soirée, mais on apprenait par Shams Charania que Paul George avait été suspendu. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Donc, on apprend que la NBA a suspendu Paul George pour une durée de 25 matchs en raison d'une violation des règlements antidrogue. On se doutait aussi que si ça devait être une suspension de 25 matchs, ça allait être un peu de cette nature-là, considérant que George, plus souvent que d'autres, se retrouve sur le banc et non pas sur le parquet. On sait que la santé, c'est pas vraiment de son côté. Donc, la NBA n'a quand même pas révélé la nature de la violation ni quelle substance a été prise dans son cas qui aurait été détectée. Mais Paul George, qui après ça, là, il fait sa petite sortie publique parce qu'il faut souvent faire une sortie publique. Comme quoi, il parle qu'il a souvent parlé de l'importance de la santé mentale et qu'il a cherché du traitement pour tenter de régler ça et qu'il a fait l'erreur de prendre un médicament interdit. Et là, je veux ramener un segment de Inside the NBA où Charles Barkley, qui, oui, est un gars comique, mais il est capable d'en dire des trucs intelligents. Et ce qu'il dit, c'est surtout quand ça fait longtemps qu'il était dans cette ligue-là, chaque début d'année, apparemment, tu reçois un beau formulaire, des beaux papiers qui disent « Hey, tout ce que tu vois là comme truc là-dedans, tu y touches pas. » Mais là, c'est là où on parle d'un autre débat, dans le sens que Paul George parle à des soins de santé mentale. Et c'est là où les gars, on se dit, de un, on est en train de parler ici de qui dit vrai. On a deux versions des faits. On parle de drogue. On parle pas de performance. De l'autre bord, on parle pas de performance non plus. Mais on ne sait pas où aller avec ça. Puis écoute, puis on en parle encore aujourd'hui, mais il n'y a pas si longtemps, on avait exactement le même débat pour la marijuana. Là. Il y avait des joueurs qui utilisaient ça peut-être pour justement calmer le stress, l'anxiété puis tout ça. Puis c'est même shit juste sur un différent nom, tout ça. Mais en même temps, écoute, on n'est pas dans la tête de Paul George. On ne peut pas affirmer tout à 100% non plus, mais si tu étais au courant que le produit que tu voulais utiliser était sur la liste de non, tu ne peux pas prendre ça, c'est banni par la NBA. I mean, c'est un peu chercher le trou pareil, là. Écoute, ce n'est pas un avis médical ou quoi que ce soit, ok? C'est vraiment. Toi qui es futur psy en plus, là. Je me détache complètement. C'est purement spéculatif ce que je dis. C'est ma théorie, ok? Si Paul George parle de santé mentale, on sait que certains médicaments, encore une fois, je spécule. J'insiste sur le fait que je spécule. Que ce soit des antidépresseurs ou il y a certains médicaments qu'on peut utiliser à ce niveau-là qui contiennent évidemment certaines substances, certains produits chimiques. Et écoute, si j'essaie de trouver une façon de réconcilier les deux histoires, peut-être qu'à des fins de santé mentale, il y a quelque chose qui a été prescrit, un médicament sous un certain nom générique, puis il a fait l'erreur de juste pas réaliser que c'était l'ingrédient qui était sur sa liste en début de saison, qu'il a reçu après 3-4 mois, était là, puis dans le médicament, il l'a pris sans réaliser. Puis, tu sais, je me dis que c'est une possibilité. C'est souvent ce qu'on va donner, je savais pas, j'ai pris tel produit, je savais pas qu'il y avait ça là-dedans. C'est souvent une excuse qu'on va entendre de ceux qui se font pogner pour les violation des règlements antidopage. Mais tu sais, je me demande s'il y a peut-être quelque chose par rapport à voir avec tout ça. Écoute, encore une fois, je ne peux pas répéter assez, c'est purement spéculatif. Mais j'essaie de comprendre comment ces deux versions-là peuvent coexister, puis je me dis c'est peut-être tout simplement ça. Là, la question, c'est
est-ce que le médecin qui a, en assumant que c'est ce qu'il avait, est-ce que la personne qui a prescrit cette affaire-là était consciente du statut de porteur, était consciente qu'il y avait un médicament dedans qui était, un produit dedans qui était interdit? Est-ce que la malice de quelqu'un dans cette histoire-là, on ne le sait pas. Mais moi, c'est la théorie que je vois qui permet de réconcilier ces deux versions. Puis juste sur un aspect terrain, là, tu sais, Philadelphie, malgré tout le fait personne ne les voyait tant que ça sous les projecteurs en début de saison, a quand même 27 victoires en 48 matchs, est à 3 matchs et demi du sommet de leur division détenu par les Celtics de Boston. Je comprends que Paul George, c'est plus la star qu'il était avant, mais tu dis que Joel Embiid adapte son jeu de plus en plus pour essayer de peut-être se rendre plus efficace malgré un retard de mobilité à cause des blessures. Tyrese Maxey est en train de devenir une legit star dans cette ligue-là. Crime, si on peut avoir Paul George en forme et tout ça, on pourrait dire, on pourrait peut-être faire un push pour vraiment essayer de monter dans l'Est. Et là, il y a ça qui tombe, puis c'est une grosse suspension là, quand même. Là, 25 matchs, il reste 34 matchs. Ça veut dire qu'il va rester à peu près 3-4 semaines à la saison avant qu'il puisse en revenir. Dans quel état vont être les 76ers quand Paul George va être là? Ça risque là de voir un peu. Mais en même temps, c'est juste drôle de dire que, évidemment, il se fait tester antidopage quelques jours après avoir dropé 32 points contre les Bucks de Milwaukee. Tout par hasard, contrôle antidopage. C'est un classique, ça. Ah, mais oui, hein? Tellement pas délibéré de la part de l'NBA. Mais souhaitons le meilleur aux Sixers pour le reste de la saison. Oui, puis qu'on tombe aussi au fond de cette histoire-là, parce qu'encore une fois, on spécule, mais des fins de santé mentale, Pop t'a évoqué aussi la marijuana pour ces effets-là, pour calmer le stress. OK, donc j'ai parlé du match des étoiles qui s'en vient. On a révélé maintenant du côté de la NBA la totalité des joueurs sur ces équipes-là. Donc, mesdames et messieurs, c'est le classique, la révélation de ces équipes. Et on a quelques nouveaux. Donc, dans l'Ouest, Deni Avdija des Trailblazers de Portland qui fera ses débuts en tant que All-Star. Mais sinon, on a bien sûr des classiques. Devin Booker, Stephen Curry, Luka Doncic, Kevin Durant. Des gens qu'on voit un petit peu moins, genre Anthony Edwards, Félix. Pas souvent au All-Star. Je suis pas sûr si c'était en sa place. Pas tout le temps, non, je pense pas. Je pense qu'il mérite d'être chez eux. Bien sûr, on blague quand même. Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Jamal Murray qui y sera, autant que Chet Holmgren qui aura aussi une première mention, Victor Wembanyama et LeBron James. Les gars, est-ce que LeBron James aurait dû y être? En même temps, je me dis... Pop, un match des étoiles sans LeBron James, c'est comme ton pain sans son beurre. Puis encore là, des fois, une baguette, genre, même pas juste de beurre, c'est bon, de temps en temps, mais ça, je divague un peu là-dessus, mais est-ce que la NBA allait vraiment... Tu sais, mon point étant qu'il aurait fallu vraiment que LeBron James ait vraiment une saison de déclin vraiment... visible. Mais je pense que, tu sais, même si LeBron James faisait 3 points par match, là, faisait genre 5 points par match. Là, je pense que la NBA aurait mis son pied à terre un peu et disait, ça vaut-tu vraiment la peine de l'inviter? Non. Mais tu sais, s'il fait genre juste 15, 18, 20 points, c'est sûr que la NBA allait l'inviter un peu. À savoir, est-ce que LeBron James va utiliser le match des étoiles pour finalement annoncer sa retraite? Là, écoute, la vraie question un peu. C'est drôle, hein? Mais c'est une discussion qu'on avait avec les boys d'Alley-Oop où on se dit Kawhi Leonard, même s'il a manqué une coupe de match, c'est probablement son meilleur basket qu'il joue depuis 4 ans facilement. Puis, tu sais, on dit, bon, OK, tu sais, ça va être une place d'héritage comme on a fait à Dwayne Wade et à Dirk Nowitzki. Et là, j'ai lancé la théorie.
Ici, on utilisait ce théâtre, cette scène, pour finalement annoncer sa retraite, Félix Forget. Non, ce qui va arriver, là, il va laisser, d'ici la fin de la saison, là, il va dire, je suis en questionnement. Je Parce sais pas si qu'il je a la prochaine, été, je sais pas si mon corps va me le permettre. Puis... après son il va continuer d'ici la fin de la saison. Il va se poser des questions jusqu'à la fin de la saison, puis je sais pas ce que je fais, Puis là, avant le début de la prochaine saison, là, il va avoir comme une entrevue spéciale avec Jean-Scott Van Pelt, ESPN, avec les gars d'Inside NBA, j'ai aucune idée. Là. Il va s'installer, là, puis il va dire j'ai donné tellement d'années à cette game-là, j'ai tellement tout donné, puis c'est ma dernière année. Et là, il va faire une année complète à avoir son tour de retraite de wow, il va passer dans les 30 arénas, puis on va tous dire à quel point il était bon, puis à quel point il était formidable, puis à quel point c'était un des plus grands joueurs de l'histoire, puis à quel point il était meilleur que Jordan, puis à quel point. Puis là, il va arriver à Chicago, ça va être un peu drôle parce qu'on va. La réaction va être bizarre parce qu'on ne voudra pas le reconnaître comme le GOAT parce que c'est Michael Jordan le GOAT là-bas. Puis ça va faire un petit moment vraiment, vraiment cool de télé. Puis là, à la fin de la saison, là, quand les Lakers vont inévitablement se faire sortir, là, LeBron va encore laisser plein de doutes. Ça a été une fin de saison décevante, peut-être que je vais revenir l'an prochain. Puis là, finalement, il va dire gars, je reviens pour une vraie dernière saison. Puis là, il va repasser une autre dernière saison à avoir un tour de retraite. C'est ça qui va se faire. Moi, ce que je me demande, là, tant qu'à avoir fait The Decision, là, si on fait une entrevue spéciale d'1 heure pour savoir si il revient ou pas, on appelle cette émission comment, là? Je salue d'ailleurs notre ami de l'émission, Liam Hood, qui a sorti 2 bons noms. Il y a The Departure et The Declaration. Mais imagine, tu ramènes Bob... Non, ça va être genre fucking Bob Costas, là. Je sais que lui, c'est plus le baseball, là, je comprends, là, mais c'est le genre d'émission qu'il ferait, genre spécial d'1 heure, tout ça. Dans tous les noms que vous avez donnés, il y en a un qui devait sortir du lot, puis... Brian Windhorst? Puis il est en train de serrer son poing en ce moment. Surtout après que... C'est quoi, LeBron James avait sorti le commentaire sur Windhorst comme... Arrête de me suivre, là. C'est juste drôle vu qu'il s'est fait une carrière à suivre LeBron très jeune, mais bon. Le choix du journaliste viendra en temps et lieu. Mais bon, donc, ceci, c'est pour l'Ouest et vite dans l'Est. Donc, Giannis Antetokounmpo qui y est, bien sûr. Jalen Brunson, Jaylen Brown, Cade Cunningham qui est aussi, bien sûr. Tyrese Maxey, Donovan Mitchell, Pascal Siakam, Karl Anthony Towns, mais des noms où on se dit, tu sais quoi, l'Est, effectivement, c'est ce que c'est, mais en contrepartie, ça laisse la place pour plus de joueurs de pouvoir s'épanouir et de s'attribuer ce nouveau rôle. Scottie Barnes qui y sera, comme dit Darko Jarakovic, he the face of the league. Jalen Duren des Pistons de Détroit, il sera également. Jalen Johnson des Hawks d'Atlanta, une sélection que j'aime beaucoup. Mais les gars, la sélection favorite du peuple. À l'âge de 34 ans, Norman Powell est un All-Star. Tu sais le screenshot, là, quand tu joues sur Fallout, qui est marqué genre en haut à gauche, qui est marqué « Everyone likes that », là? Exact. C'est ça. Félix. C'est Norman Powell. Un gars un peu sous-estimé de la run de 2019, mais on dirait que je ne sais pas, autant qu'il y a tellement de gars que tu aimes apprécier dans cette run des Raptors en 2019. Je sais pas pourquoi, mais pour moi, Norman Powell, c'est genre le plus appréciable de tous. Je ne sais pas pourquoi. Félix? Moi, j'ai analyse aucun rapport avec Norman Powell, l'analyse de ce que je m'en vais. C'est juste que sur les 12 gars que tu as nommés dans l'Est, OK? Moi, j'ai des stats avancées très importantes à partager. Sur les 12 gars que tu as nommés, il y en a 4 qui s'appellent Jalen. Je sais pas pourquoi, c'était mon temps marqué, mais sur les 12 gars, il y a que des Jalen. Jalen Brunson, Jalen Duren, Jalen Johnson, Jalen Brown. Je sais pas pourquoi. Il n'y a pas de diversité de noms dans l'Est. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, on pourrait pas leur envoyer genre Victor ou genre Chet. Hey, Chet, t'as-tu idée à quel point ça détonne de tout le reste? Là? Surtout qu'Yannis, c'est peut-être même plus dans l'Est pour longtemps. Peut-être qu'il se fait échanger aux Warriors demain matin. Là. Ils vont le remplacer par qui? Un autre Jalen? Je sais pas. Mais Jalen Ivey va changer son nom, il va s'appeler Jalen Ivey puis il va rentrer, je sais pas. Mais savez-vous que la théorie qu'apparemment tous les Jalen de la Terre partent du fait de Jalen Rose? Le nom,
apparemment que la mère de Jalen Rose a comme fusionné comme deux noms ensemble pour créer Jalen, puis c'était comme le premier Jalen. Allez voir ça sur Internet. Il y a vraiment une théorie que Jalen Rose a parti tout le monde qui s'appelle Jalen aujourd'hui. J'ai même pas de misère à croire ça. Et bon, précision, j'ai dit 34 ans pour Norman Powell. Il va avoir 33 là, dans à peu près une centaine de jours. Là, donc, mon erreur là-dessus. Donc, c'est ce qui sera pour ça. Bon, on a parlé de Giannis qui devra sûrement être remplacé. Et bon, et que faire de Karl-Anthony Towns? Parce que là, on a cette formule d'équipe États-Unis contre équipe monde, cette petite affaire-là. Donc, Karl-Anthony Towns est un Américain, mais il est aussi dominicain. Il joue pour la sélection dominicaine en matchs internationaux. Donc, la NBA ne sait pas encore quoi faire. Ils ont admis aujourd'hui là, avec leur communiqué, ils n'ont pas encore déterminé ce qu'ils allaient faire dans son cas. All right. Passons au baseball, les boys, où on a quand même encore là, des nouvelles qui nous sortent. Est-ce que sentez-vous un petit peu ce petit petite affaire là, du baseball, tu sais, on est 1er février. Dans 5 semaines, les camps recommencent déjà. Là. Je me souviens plus c'est quand la date précisément, mais c'est genre autour de la Saint-Valentin, là, on a déjà des Spring Training Reports. Là. Mm-hmm. Ouais, les camps commencent dans 2 semaines après, puis la classique mondiale dans un mois aussi qui va être extrêmement intéressante à surveiller. On va en parler plus tard de la classique mondiale. Il y a eu des grosses histoires dans ce dossier-là de cette semaine. Ça a été spectaculaire. Juste avant, quand même, Jacob Wilson. Avez-vous déjà entendu parler de ce gars-là? Jacob Wilson. Faites parler un petit peu de lui cette année comme joueur de 2e année chez les Aces. C'est quand même une grosse saison. Et bon, on s'assure là de ses services pour les prochaines années. Vous me direz, les gars, mais quand même, extension de 7 ans. Il va avoir 24 ans là, dans moins de 2 mois. On peut dire pop, vite là. Mais les Aces, avec le déménagement qui concorde dans pas très long, on s'enligne peut-être finalement, dis-je, touche du bois, une équipe compétitive lorsqu'ils s'en iront à Vegas. La vie est drôlement faite, hein? La vie est Il n'y a même pas un an, on leur a tellement cassé du sucre sur le dos à cette équipe-là d'être cheap. Mais tu sais, on était à Oakland, là, on est à Sacramento, mais c'est drôle, hein? Depuis qu'on a avancé ce projet-là de Sacramento-Las Vegas, on signe du monde, hein? Les contrats, ça nous fait plus peur, hein? On va mettre une belle équipe sur le terrain, hein? John Fisher a décidé, c'est-tu quoi? C'est vrai que c'est le fun quand mon équipe gagne. Ça fait de l'argent, une fois de temps en temps. On va sortir des contrats. Let's go! Et pour vrai, j'aime. Je commence à vraiment aimer ce que les. Je vais dire encore, là, je m'en fous, là. Puis ça, vous pouvez me le dire. Je les appelle encore les Aces d'Oakland. Fuck off. Je vais les appeler les Aces d'Oakland. D'ailleurs, Pop, ça me fait penser. Tantôt, on parlait de Sean McVay. C'est quelle équipe qui entraîne déjà? Les Rams de Los Angeles. Je vais te dire pourquoi. Wow. Je vais te dire pourquoi je fais la nuance. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais pourquoi je fais la nuance? On a changé d'état, on a changé de couleur, on a changé de logo. Pour moi, les Rams de LA, ça fait plus nouvelle équipe que, mettons, les Chargers de San Diego qui ont gardé leur couleur, qui sont restés en Californie et qui ont gardé leur même logo. Fait que pour moi, c'est la... Pour moi, il n'y a presque aucune nuance entre San Diego et les Chargers actuels. Par contre, les Aces d'Oakland, ça, c'est juste par fucking principe que cette équipe-là aurait jamais dû partir et que fuck John Fisher. Je vais les appeler les Aces d'Oakland si ça me tente. Ceci étant dit, là, on a signé Jacob Wilson. On a signé Tyler Soderstrom pour être le futur joueur de premier but de l'organisation. On a Luis Severino qui est encore, qui s'en vient. Lawrence Butler qui est comme un peu un voltigeur de droite d'avenir, si on peut dire ça, ou du moins à moyen terme aussi. Brent Rooker, on est allé chercher Jeff McNeil en échange avec les Mets de New York. Honnêtement, là, je ne sais pas pour vous autres, là,
Mais si, mettons, les Mariners de Seattle, ça ne lève pas en attaque, puis on a un peu de misère, on a quelques blessés du côté des lanceurs, on peut legit penser qu'il pourrait y avoir une course dans cette division-là. Moi, je regarde tout ça, puis je me dis, les Astros, on commence vraiment à décliner. Puis là, c'est pas juste de genre, la dynastie est finie. Non. Là, la fenêtre de championnat est finie. On est en train de décliner. Les Rangers du Texas viennent de vendre bon nombre de joueurs durant l'entre-saison, en plus d'avoir échangé Marcus Semien. Les Angels de Los Angeles, LOL. Fait que pour le reste, pour vrai, là, l'Ouest de l'Américaine l'an prochain, il faudrait que les planètes soient un peu alignées. Mais les Aces d'Oakland, attention. J'aime ça. Puis écoute, juste une petite précision sur le Strom. Peut-être pas au premier but, parce que peut-être plus au champ gauche pour lui, parce qu'il y a quand même un certain Nick Kurtz, recrue de l'année, qui vient de tout casser. En milieu de saison. Exact. Fait que Kurtz est rendu le vrai joueur de premier but, parce que ça va être frappeur désigné éventuellement avec le temps, on ne sait pas. Mais pour le moment, c'est le plan. Puis on a quand même aussi, l'année passée, tu vois, on a échangé Mason Miller, mais on avait obtenu Leo DeVries, qui est un des plus beaux espoirs de tout le baseball majeur. Tu sais, tranquillement, pas vite, le noyau à Sacramento, même si tu peux pas dire Sacramento, c'est interdit, là, le noyau des Aces commence à être vraiment intéressant. Chez Langeliers aussi, qui est un bon receveur offensif. Là, la question, c'est comment ça va tenir au monticule, parce que tu as beau avoir autant de frappeurs que tu veux, le monticule reste une faiblesse du côté des Aces. Est-ce que ça pourrait être intéressant? Est-ce que Leo DeVries pourrait être monnayé pour aller chercher du renfort au monticule? Sérieusement, ça pourrait être une possibilité à ce niveau-là aussi, d'aller chercher peut-être un ou deux partants avec Leo DeVries, ou à la limite de l'aide dans l'enclos, mais ça va vraiment être intéressant de voir comment on va gérer ça. Puis, écoute, offensivement, du moins, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent se dire qu'ils ont un plus beau futur que les Aces. Niveau purement de l'alignement. Là, parce que même, je te dirais même un plus beau présentement. Oui. Ben, il y a encore peut-être 1 ou 2 ans. En fait, en ce moment, offensivement parlant, là, ils sont, disons, le Canadien de l'an passé. Pas mal tout le monde est arrivé, t'as pas mal le groupe qui a de l'allure, mais tu sais qu'il y a encore du renfort qui s'en vient éventuellement. Fait que, puis tu sais que tes jeunes vont commencer à maturer, prendre de l'expérience. Fait que je comprends quand tu dis présent, puis oui, ça va faire du bruit dès maintenant. Je serais pas surpris que les Aces, en assumant que tout le monde reste en santé, évidemment, soit l'une des meilleures équipes offensives de la MLB cette année. Mais pour moi, la pleine maturité offensive de ce groupe-là est en peut-être, je dirais, 2-3 ans, si tout va bien, évidemment. Là, on sait que ça peut dérailler rapidement, mais extrêmement intéressant. J'ai hâte de voir comment on va gérer ça du côté des Aces. Est-ce qu'on va aller chercher un gros lanceur? Ce serait cool pour cette équipe-là, même si, bon, ce serait dommage pour les fans. En tout cas, moi, je fais juste dire que si le Canadien, l'année dernière, avait une équipe, avait une attaque dans le top 10 de la LNH l'an dernier, je serais tellement heureux de les voir à quel point ils seraient encore plus dominants aujourd'hui, parce que les Aces, selon le WRC+, étaient 10e dans la MLB l'an dernier. Il faut dire aussi que certains diront peut-être le stade joue peut-être dans le faveur pour les Aces, étant donné que c'est pas peut-être pas un stade de de dimension vraiment typique de stade des majeurs, mais quand même, t'as beaucoup de gars qui ont quand même signé jusqu'en 2030-2032. C'est ça qui est le fun. Là. Mm-hmm. Mais je me dis qu'on est loin de l'époque où les Aces servaient de punching bag à Domingo Herman pour lancer un match parfait. Puis aussi, dernier point sur les Aces, cette équipe-là, quand on parle de leur volonté de dépenser, c'est là, oui, on a signé les jeunes à des contrats qui, dans la réalité du baseball actuel, c'est 70 millions sur 7 ans pour Jacob Wilson, ça semble pas monstrueux, mais il faut rappeler que c'est des années de pré-arbitrage, des années d'arbitrage. Fait on n'a pas vraiment acheté une ligne d'autonomie complète. Il allait pas mal rester avec les Aces jusqu'à la fin de ce contrat-là, peu importe qui signe ou non. Là, c'est juste qu'au lieu de négocier d'année en année, le contrat est comme déjà réglé. Mais tu sais, en termes vraiment d'argent plus concret,
On a pensé à ajouter Nolan Arenado. On avait une transaction pour Nolan Arenado. Ça a sorti il y a une dizaine de jours de ça. Ça avait fait du bruit à ce moment-là. Nolan Arenado, il y avait une transaction en place pour l'envoyer à Sacramento. Puis c'est lui qui a bloqué la transaction, c'est son droit. Il a laissé droit 10 et 5, 10 années dans la MLB sans connaître avec son équipe, avec une même équipe, qui te permet de donner une clause de non-échange à partir du moment où tu atteins ce statut-là. Mais tu sais, Arenado, ça reste un gars qui est très grassement payé. On pensait que les Cards auraient payé une partie de ce salaire-là comme ils l'ont fait en l'envoyant en Arizona. Mais quand même, ça dit que cette équipe-là était vraiment à prendre au sérieux. Puis on a considéré payer un gros prix monétaire pour aller chercher Arenado et le greffer à cette formation. Donc, c'est ce qui se passe du côté des Aces, comme on parle encore une fois, là, les gars, quand même, un beau futur qui s'en vient. On a dit en préambule, comme quoi, bon, on parlait de la classique mondiale qui s'en vient, mais la grosse histoire qui sort en ce moment, c'est pas une histoire nécessairement très positive, ou du moins très optimiste avec ce tournoi qui s'en vient. Félix, Pop, Porto Rico, là, qui menacerait de se retirer du tournoi complètement. Donc, notamment, là, il y a des fins d'assurance qui viennent jouer un petit peu là, dans ce dossier-là. Là. C'est fou, man. Cette histoire-là est complètement folle. Pour ceux qui ont moins suivi, Porto Rico, qui est une des nations qui va accueillir des matchs lors de la Classique mondiale, commence le mois prochain. Puerto Rico se plaint parce que l'équipe n'est pas capable d'aller chercher des joueurs parce que l'assurance les empêche ces joueurs-là d'y aller en étant assurés. Contexte, les joueurs qui se présentent à la Classique mondiale sont assurés pour la présence. T'sais, si, mettons, ils se blessent, leur salaire est payé par une assurance ou quoi que ce soit, c'est la MLB et l'Association des joueurs qui ont une entente avec un assureur qui est approuvé par la Classique mondiale. Donc, il y a une entente entre les deux pour qu'un assureur assure les joueurs en partenariat avec la Classique mondiale. Là, le problème, c'est qu'on trouve que les conditions de ça commencent à être extrêmement restrictives. Par exemple, tous les gars qui ont au moins 37 ans ne sont pas assurés. Et il y a d'autres conditions. Je pense que c'est si tu as été blessé, si tu as manqué des matchs dans l'année, si tu as fait un... Je pense que j'ai même vu si tu as fait un... Les conditions sont pas claires, là, ça sort au compte-gouttes, mais ça circule, je pense que si tu as été sur la liste des blessés à un moment donné, tu n'es pas assuré. C'est gros. Là. C'est que un 10 jours sur la liste des blessés dans la MLB, après tous les gars finissent par le faire une fois par année. Là. Fait ça fait en sorte que Porto Rico, qui est une des bonnes nations de baseball quand même, se retrouve dans une situation où est-ce que on accueille des matchs, on reçoit des matchs et on songe quand même à se retirer de ce tournoi-là. Parce qu'on trouve que ça n'a pas de bon sens, mais on veut protester par rapport à ces règles-là. Tu sais, je regarde, attends, juste Porto Rico, là, des gars qui se sont fait dire non, OK? Les deux gros noms, c'est Francisco Lindor, Carlos Correa. C'est les deux gros noms qu'on ne pourra pas avoir. Il y a même José Altuve au Venezuela qui est dans cette situation-là. Mais tu sais, même Porto Rico, au-delà de ça, José Berrios, Giovanni Moran, Luis Quinones, Yaxel Rios, Victor Caratini, Alexis Diaz, Emilio Pagan. C'est une énorme quantité de joueurs qui auraient sans aucun doute fait de cette équipe-là. Tu sais, c'est difficile de construire une équipe quand on dit, bah, OK, prends ta poule de joueurs, l'ensemble de joueurs que tu peux prendre. Là. Non, lui, tu peux pas. OK, non, lui, tu peux pas. OK, non, lui, tu peux pas. Lui, tu peux pas. En ce moment, là, Porto Rico a 5 joueurs confirmés. Un qui est Nolan Arenado. Je ne sais pas ce qu'il fait avec Porto Rico, mais on a 5 joueurs confirmés. Il faut annoncer l'alignement, je crois, d'ici 2 semaines. C'est peut-être même avant ça. Ça arrive vite. Là. Fait que, bonne chance à Porto Rico pour faire ça. Puis c'est sûr que ça va finir par chialer parce que c'est la première fois, si je ne m'abuse, qu'on accueille des matchs à Porto Rico. En tout cas, ça fait vraiment longtemps qu'on espérait le faire. Les dernières éditions, on n'y avait pas été. Et là, pour une fois où est-ce qu'on réussit à attirer le tournoi chez nous, la moitié des joueurs qu'on pourrait avoir ne sont pas disponibles. Fait que c'est extrêmement, extrêmement frustrant. Et je dirais aussi, je me demande à quel point la situation d'Edwin Diaz, qui s'était blessé à la dernière Classique mondiale en célébrant, ça avait été une blessure majeure. Puis je me demande si ça joue un rôle dans le fait que l'assurance ne souhaite pas assurer certains joueurs. Certains, un grand nombre, mais je pense que ça joue un facteur. Et le dernier point que Porto Rico en particulier dénonce, c'est que ces restrictions-là d'assurance semblent beaucoup plus lousses pour les États-Unis et le Japon.
Il y a beaucoup de gars qu'on considère du côté de Porto Rico qu'on est dans des situations extrêmement similaires, mais les gars des États-Unis et du Japon sont assurés et pas les gars de Porto Rico et du Venezuela, les autres pays d'Amérique latine. Pas d'Amérique du Sud nécessairement, d'Amérique latine, pour ceux qui écoutent le show à chaque semaine. Je fais enfin la distinction entre les deux. Fait que, les Antilles. L'Amérique latine, en ce moment, tout ça, ça commence à chialer pas mal, et sérieusement, à juste titre, parce que c'est extrêmement frustrant pour ces pays-là qui veulent juste montrer le mieux qu'ils ont, les meilleurs joueurs qu'ils ont, ils ne sont pas capables d'aligner l'équipe avec leurs meilleurs joueurs. C'est ça, moi, ce que ça me fait penser tout ça. Déjà qu'on avait énormément de problèmes à régler pour la prochaine convention collective puis l'éventuel conflit de travail là-dessus, faut qu'on rajoute les assurances pour la classique mondiale de baseball. C'est une méchante affaire. Comme on n'en avait pas déjà assez, vous voulez, on va rajouter ça dans la liste de problèmes aussi. Sacrement. Esprit que j'ai tellement hâte au lockout dans le baseball. J'ai tellement hâte. Écoute, prends devant la base. Ça sera pas long. Ça sera pas long ce qui vient avec ça. OK. Donc, deux petites nouvelles rapides. Le bon Eugenio Suarez qui retourne avec les Reds. Il a passé quand même 8 ans dans cette organisation-là. Luis Arraez qui s'entend avec les Giants pour une saison. Dans la nouvelle, avant qu'on passe à autre chose, Félix, tu voulais parler d'Édouard Julien? Oui, Édouard Julien, je reviens à la Classique mondiale vite. Édouard Julien, on le sait, cette semaine a été échangé aux Rockies du Colorado. Il était avec les Twins depuis le début de saison. Il a été échangé aux Rockies du Colorado. On sait qu'en 2023, la dernière édition de la Classique mondiale, Édouard Julien avait représenté le Canada. Et d'ailleurs, il y avait eu un excellent tournoi qui l'avait mis en confiance, qui avait permis de connaître une belle saison 2023. On s'attendait à le revoir en 2026, mais là, le bruit qui circule, c'est que ce ne sera pas possible. Julien, après la transaction, a parlé aux médias et ce qu'il a expliqué, c'est que les Rockies le veulent au camp du début à la fin et la Classique mondiale est disputée pendant les camps d'entraînement de la MLB. Donc, en ce moment, Julien ne ferme pas complètement la porte, mais ce qu'on croit comprendre, c'est que possiblement qu'Édouard Julien ne sera pas là, ce qui est extrêmement dommage. C'est probablement probablement le meilleur joueur québécois en ce moment qui aurait pu représenter le Canada, du moins, et il n'y sera pas. En tout cas, ne devrait pas y être, pourrait y être si Rocky change d'idée, mais ça, pour lui, ce serait difficile de fermer la porte à la possibilité de se prouver avec les Rockies, cette nouvelle équipe, d'autant plus que ça a fini un peu en queue de poisson pour le Minnesota. Fait que ça va être à surveiller, mais ne soyez pas surpris si Édouard Julien, malheureusement, doit s'absenter de ce tournoi. Mm-hmm. Finalement, les gars, on a encore un petit peu de hockey à jaser pour ce dernier bloc d'émission. On aime bien suivre ce qui se passe avec les Canadiens de Montréal et bon, on regarde quand même très attentivement le classement parce que, bon, là, il y a le Lightning qui est en action dimanche contre les Bruins, où on d'ailleurs eu un combat de gardien. Ouais, exact. On a eu un combat de gardien de but. Les Red Wings, là, qui, ont cédé cette première place au classement. Les Canadiens qui suivent pas loin, mais quand même, Buffalo, Bruins qui sont derrière. On rentre déjà dans des matchs à 4 points. Mais quand on regarde le classement, là, avec les séries éliminatoires qui arrivent vraiment plus vite qu'on peut se l'imaginer, les Blue Jackets de Columbus, ce sont la première équipe qui sont en dehors du portrait des séries éliminatoires dans l'Est. Donc, juste derrière les Bruins et les Sabres, quand même un petit différentiel de points avec ces équipes-là. Mais quand même, Pop, c'est une équipe qui a monté au classement récemment et qu'on n'a pas le choix de considérer jusqu'à la fin de la saison. Mio, tu n'as même pas nommé le pire de toute cette histoire-là. Non seulement Columbus s'approche des séries, mais les Blue Jackets de Columbus sont maintenant à 4 points de même pas être dans les deux équipes wildcard, d'être directement 3e dans la division métropolitaine. 4 points derrière les Islanders avec un match en main, en plus, pour le dire, tout ça. Honnêtement, il y a des centaines, voire peut-être même des milliers de décisions qui se prennent dans la Ligue durant une saison complète. Si on devait faire un classement de toutes ces décisions quotidiennes là, qu'on prend, là, le fait d'avoir congédié Danny Vesson pour amener Rick Bonus va être haut. Ça va être haut dans la liste et tout ça. On parle beaucoup des équipes de l'Atlantique. C'est Montréal, Boston, Buffalo, Détroit, Tampa Bay qui ne perdent plus, ou du moins qui ne trouvent plus le moyen de perdre, puis que
toutes les équipes qui sont derrière elle essayent tant bien que mal de faire le mieux puis réussissent à descendre au classement. Je ne sais pas si vous avez vu Columbus depuis 3 semaines. Ce club-là ne perd absolument plus. Je ne sais pas d'où est-ce que ça sort. C'est à leurs 10 dernières, c'est 9 victoires. Là. Puis je pense depuis le 12 janvier, la date où ils ont congédié Danny Vesson, sont premiers au classement général. Premier sur 32 équipes. Et Puis ce qui est presque fou, c'est qu'on a presque pas monté au classement tant que ça, parce que c'est tellement serré, tellement d'équipes qui gagnent. Oui, on a réussi à dépasser les équipes qui commencent à tirer de la patte, mais on a évidemment torché les Rangers puis toutes les équipes qui perdent régulièrement, mais le tas d'équipes, le peloton d'équipes dans l'Est qui est comme en position de faire les séries, parce que de plus en plus, ça va pas, on voit une démarcation assez claire là, dans l'Est. Ça a longtemps été, c'est tellement serré dans l'Est, tout le monde joue au-dessus de 500. Là, en ce moment, il y a vraiment une démarcation extrêmement claire qui est en train de se faire entre les 8 équipes en haut et les 7 autres équipes, les 8 autres équipes en bas. J'avais encore une élève à 30 ben, en fait, tu as les 8 équipes d'en haut, tu as les 7 du milieu, puis tu as les Rangers de New York. Ouais, les Rangers qui sont vraiment, vraiment crus en arrière. Là. Mais bref, mon point, c'est qu'on commence vraiment à voir cette démarcation-là et Columbus, c'est peut-être la seule équipe qui, en ce moment, commence à rendre ça intéressant. Les Capitals ont le même nombre de points qu'eux, mais le fait que Columbus est sur une telle lancée, que les Islanders commencent à tirer un peu de la patte, ça fait en sorte qu'en ce moment, c'est pas mal la seule vraie course qui reste. C'est quand tu regardes là, dans l'Atlantique, les Panthers, les Sénateurs, les Maple Leafs sont tous à 8 points de la dernière place dans l'Atlantique. Puis, tu sais, dans la métropolitaine, oui, les Blue Jackets et les Capitals sont à 4 points des Islanders. Ça peut changer. Puis, oui, évidemment, 8 points, ça se rattrape. Mais à ce stade-ci de la saison, là, quand toutes les équipes approchent la barre des 60 matchs, 8 points, là, ça devient difficile à rattraper. C'est pas impossible. Le Canadien a fait une remontée qui ressemblait un petit peu à ça l'an passé. Mais c'est plutôt difficile de remonter un tel déficit à ce stade-là. Il n'y a rien qui assure ces équipes-là, mais le barème de 8 points à ce point-là dans la saison, on se dit, si la tendance ne faisait que se maintenir, ça devrait augurer. Mais encore une fois, ce qui joue à l'avantage des Blue Jackets, les gars, c'est le fait que la métropolitaine soit dégueulasse. Ou que l'Atlantique est trop bonne. Ben, en fait, tu peux voir ça des deux bords parce que tu peux te dire, oui, c'est peut-être un avantage, mais c'est un désavantage dans le sens que tu n'auras pas le choix de te classifier en série, de te qualifier, c'est ça, là, je suis en train de m'étouffer avec moi-même, de te qualifier en série en étant top 3 de ta division. Fait que, tu sais, ça fait en sorte que les postes ouverts, mettons, pour une équipe comme Columbus, ben, tu pourras pas peut-être compter sur les deux équipes meilleures deuxièmes pour aller en lancer. Il va falloir que tu dépasses quelqu'un dans ta propre division dans le top 3. C'est ça qui est le fun pour Columbus, ça va bien. Mais s'il faut que Columbus réussisse, puis c'est ça qui est un peu bizarre avec eux autres, parce que l'année passée, on pensait que cette équipe-là, soit a vraiment pris un step, ou soit sont en train de clairement fausser les données. Parce que l'année passée, on était comme, OK, ils sont à 1 point de faire les séries. Ils ont causé du trouble aux Canadiens jusqu'au 82e match de la saison. Il y avait toute l'histoire de Johnny Gaudreau, tu sais, on se tient tout, puis on pensait qu'on jouait un peu au-dessus de leur tête. Puis pendant à peu près 40 matchs, c'était à peu près ça le narratif. On se disait, écoute, on a peut-être eu des attentes un peu faussées par rapport à l'année dernière, mais là, on congédie le coach. Tout le monde semble bien aller. On entend des échos du côté de Columbus que l'entraîneur, la communication, ça va bien. C'est le jour et la nuit entre Rick Bowness et Danny Vesson. Et là, on se dit cette année, là, si Columbus est à, je sais pas, 4 points ou même finissent jusqu'à jeudi à 2 points des Islanders, mettons, tu fais quoi là, maintenant là, au trade deadline? T'essaies-tu de faire une petite acquisition? Tu te poses des bonnes questions parce qu'après ça, oui, là, on parle du fait que Columbus sont là, mais il ne faut quand même pas oublier que Washington sont à égalité avec eux aussi. Et Washington, on n'a pas le choix quand même de les considérer dans le sens que tu dois te battre pour tout gagner. Et ben, justement, en fait, c'est ce double effet que l'Atlantique est si bonne et que la métropolitaine est si bonne. C'est vraiment juste un mal pour un bien, dans le fond. Mais tu peux sortir l'argument que Washington, ça va complètement dans l'autre direction, par exemple.
Et C'est ça mon l'affaire. Dieu, C'est ça la grande mon différence Dieu. entre les deux. Columbus, ça va bien présentement. Washington, Oui. c'est en train de couler, là. Tranquillement, Ouais, mais sûrement. Ce que je comprends parle- toujours pas d'ailleurs, parce que je regarde l'alignement, je regarde des fois comment ils jouent. Ils sont pas si mauvais que ça, c'est juste ça se convertit pas en victoire pour une raison qui m'échappe totalement. OK, tu me diras que pour avoir ces 2 premiers goalers, ça aide pas non plus. Et voilà. Voilà, je pense qu'on l'a ici. Mais tandis que Columbus célèbre, effectivement, là, on va parler généralement, mais c'est 9 victoires à leurs 10 derniers matchs. Du côté de Washington, c'est 4 victoires à leurs 10 derniers matchs. Donc, pour regarder quand même le classement, je ne sais pas si vous l'aviez sur les yeux, mais quand même du côté de l'Atlantique, bon, Tampa Bay qui a la tête, suivi de Détroit, Montréal. Et juste après Montréal, c'est bon, il y a les Sabres là-dedans qui ont combien de points, Félix? Tu veux vraiment me le faire dire, hein? Ils ont combien de points, les Sabres, Félix? Est-ce que. Non. Mio, est-ce que je vais vraiment acheter un moment de même? Là? Félix, les Sabres ont combien de points? Les Sabres ont 67 points. Est-ce qu'on peut revenir à une époque normale où ce que 69 était vraiment le chiffre nice? Veux-tu Combien de points le Canadien a, pas? Ouais, c'est ça, Mio. Les Canadiens ont combien de points? 69, nice. Nice! Tu retournes à des trucs que Limi peut-être drôle, c'est quoi? Veux-tu qu'on reparle du fait que le DAB était quelque chose, était la célébration qu'on voyait le plus dans la NFL? Honnêtement, là, s'il y a peut-être une chose qu'on peut ramener de 2016, là, je pense je ramènerais Non. le DAB. Non, merci. Non, merci. J'aime quand même Mais non. rire du DAB et de le faire en 2026 juste pour Mais non. cringe un peu le monde. Veux-tu qu'on retourne en arrière, Pop? Oh mon Dieu. Oui, je viens de faire un DAB. Allez, chier. Oh là là. Ok, hey, on va te ramener. On va te Attends, ramener je pendant- Non, vais ramener non, tout le monde sur la track. Je vais juste faire un statement. Zachary Werenski pour Trophée Norris. Merci, ce sera tout. Oh mon Dieu, si tu laisses. Tu t'es interrompu de ton propre moment embarrassant pour nous dire cette atrocité. Non, mais non, Werenski, si ça finit ça aujourd'hui, je voterai pour Werenski, moi aussi. Ben oui. Vous êtes des... Werenski, depuis qu'il a réalisé qu'il peut ne Non, pas subir une blessure qui finit sa saison rendue au mois de novembre, là, ça n'a aucun sens à quel point ce gars-là est dominant. Vous Ça êtes n'a des fous. aucun sens. Mio, ne se malheureusement, maintiendra pas. je m'excuse, mais you don't know pas. Ça ne se maintiendra pas d'ici la fin de la saison. C'est tout ce que j'ai à dire. Les Blue Jackets passent une bonne séquence. Voici mon... Je dis pas que c'est un mauvais défenseur, loin de là. Ne m'attribuez pas des intentions. Non. Mais... Je vais faire ce que je veux. Il y a un receipt qui vient de s'écrire à côté de moi. Il y a un reçu qui vient de s'imprimer. Il y a La facture un vient reçu de qui vient de s'imprimer à côté de moi. Il ne l'aura pas. Il y a quand même. Je ne suis pas allé trop loin avec ça, là. Mais même si, bon, ils ont connu quelques défaites par le passé, puis on l'a même vu en personne, ben pas en personne, là, mais il y a pas à quelques kilomètres de chez Félix et chez nous, là. Il y en a toujours un qui est dans les parages. Mais, vous savez quoi, les gars? C'est pas un mauvais défenseur, Werenski. Tout ce que j'ai à dire. Ils ont une bonne séquence. Mais regarde, hey, Erik Karlsson a gagné un Norris parce que les Sénateurs ont bien terminé leur saison il y a 11 ans de ça. Hein? Le pire dans tout ça, c'est quoi le pire, Mignon? C'est avant qu'on fasse l'épisode, puis je pensais aux Blue Jackets de Columbus, j'avais justement en tête les Sénateurs de ces années-là. Mon gars pensait au Hamburglar. T'avais des... Même avant ça, là, tu sais, vraiment... Légende des Canadiens, le Hamburglar, Andrew d'ailleurs. Fax. Mais, tu sais, les Blue Jackets, en ce moment, c'est un peu comme les Sens un peu de la première moitié des années 2010. Tu sais, des jeunes qui poussent un peu beaucoup de vétérans que t'as l'impression qu'ils avancent plus, mais qui réussissent à faire de quoi. Puis t'as un fucking défenseur numéro 1 qui carry tout le monde. Et un Mika Zibanejad, hein? Écoute, si ça peut te faire plaisir, on pourrait dire que c'est Adam Fantilli aujourd'hui. Fantastique. D'ailleurs, qui aurait pu jouer sur l'équipe. Moi, j'adore cette affaire-là. Toutes les quel joueur de la LNH aurait pu jouer pour l'équipe italienne aux Olympiques au hockey, là? Ah oui! Ah, c'est le fun. Adam Fantilli, Cole Perfetti, tous ces noms-là, c'est tellement Il y a quelqu'un qui a fait l'exercice puis il a mis Anthony Manta.
Je comprends que ça finit par un A, là, mais c'est pas tous les noms de famille qui finissent par O et en A que tu peux dire qu'ils sont italiens. Tu sais, Manta, là, il n'y a pas grand-chose de plus québécois que ça, là. Ben, t'as un peu, là, mais on va... T'as un peu, là. Non, mais tu me lances sur quelque chose. Là. Andrew Mangiapane, là. Ça, je peux comprendre. Mangiapane fait partie de la liste. Mangiapane, il y a le C sur son chandail, man. Il y a le C sur son chandail, Mangiapane, c'est sûr et certain. Il n'y a absolument aucun doute. Ça serait le joueur préféré de Tony Soprano, là. Littéralement, là. Mais Anthony Manta, pas italien pour 3 cents, ça, là. J'ai rien trouvé vite tant qu'à y être, mais je peux vous dire que son grand-père qui avait gagné la Coupe avec les Canadiens en 1960 se nomme André Pronovo. Alors, on va garder quand même nos doutes sur cette liste-là, mais pas que tu me lances une affaire. Bon, ça pour dire, moi, je voulais revenir sur le passé parce que Patrick Kane est devenu cette semaine le meilleur Américain, ou du moins en matière de points marqués de tous les temps. Il a dépassé nul autre que un certain Mike Modano. Mike Modano, pour les plus jeunes qui écoutent ça, là. Mike Modano, peu importe la version de NHL que vous preniez, là, c'était le gars le plus rapide qu'il y avait, le patineur le plus rapide qu'il n'y avait pas. Donc, 1375 points pour Patrick Kane, le meilleur défenseur à ce chapitre-là. Pop, est-ce qu'en 2007, quand il a été repêché premier au total, tu t'attendais à ce qu'il devienne... Écoute, je vais être bien honnête avec vous autres. 2007, j'avais 12 ans. Je connais fuck all les espoirs. Je ne suivais pas le repêchage. Fait que j'étais en 6e année. Je pense que j'aurais pu difficilement deviner si Patrick Kane allait devenir le meilleur pointeur américain de l'histoire. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que il n'avait même pas dépassé Mike Modano. Patrick Kane était déjà le meilleur joueur américain de tous les temps. Et je refuse de laisser croire la propagande torontoise et de dire que Austin Matthews va le devancer à la fin de sa carrière. À partir de quelle coupe est-ce que tu t'es dit que ça allait être le meilleur américain? En 2010. Ah, my God. La première? Ah, écoute, honnêtement, là, sur YouTube, là, les mixtape highlights de Patrick Kane, il n'y a pas grand-chose de mieux que ça. Il y a ça. C'est toi qui as sorti. Il y a peut-être les compilations de mise en échec de Nicholas Kronwall puis les compilations de shootout d'Alexander Barkov ou de Pavel Datsyuk. Hottest mixtape disponible sur YouTube de notre vie. Les gars, j'ai une idée du mixtape de hockey qui durait le moins de temps sur YouTube. Des playoffs highlights des Sabres de Buffalo depuis 2013. Des nombres de fois que Niklas Lidstrom s'est fait battre. Ouf. Ouf. Il y a peut-être un jeu. C'est durant un entraînement. Anyways. Les gars, on arrive rapidement en fin d'émission, puis on va regarder un petit peu le hockey side of things. Donc, les boys, est-ce qu'on peut cue l'intro ou le générique? On peut cue l'intro. On pourrait. Le thème musical, ouais. Attends, 2 secondes. 1, 2, 3. OK, on l'a malgré l'Internet de Pop qui semble tenir... tu sais, le meme du sac à dos Gucci là, qui tient par pas grand-chose. En ce moment, c'est... OK. J'ai pris 1 an de plus la semaine dernière. Peut-être que ça rapporte aussi. Tu sais, mon Wi-Fi vieillit aussi. Hein, fait que... Exactement. OK, mesdames et messieurs, pour ce qui est du Perron d'église, on vous a envoyé l'invitation sur cette semaine sur tous nos réseaux sociaux, que vous avez allé suivre d'ailleurs. On vous a posé la question, c'est quoi votre meilleure offre pour Artemi Panarin si vous deviez être Ken Hughes? Et vous avez quand même répondu en grand nombre et mon Dieu que vous nous avez donné des réponses passionnées. De un, sur Instagram, on a Producer Ali qui, s'est tenté un petit peu en disant Owen Beck, Kaelin Gooley, puis un choix de deuxième ronde. Ce que vous n'avez pas vu encore, c'est qu'il y a un emoji de canne à pêche avec un poisson à côté. Donc, vous savez quoi? Moi, j'embarque pas dans ces affaires-là. Du côté de Facebook, par contre. Du côté de Facebook, on a Jean qui dit, et je cite, « Rien. Pas besoin, ça coûte trop cher. On a trop de jeunes qui sont en réserve et d'autres sur le point de revenir. On peut quand même pas faire une vente de garage pour échanger juste nos pas bons. » Je suis d'accord. Je suis d'accord avec cet avis-là parce que
je sais que j'en ai parlé de l'idée de voir Panarin à Montréal. Puis c'est vrai, tu sais, mettre Panarin sur le premier trio, c'est vrai que ce serait cool. Mais le bruit qui court depuis un petit moment sur l'idée, sur la date limite du Canadien, c'est qu'on ne voudra pas faire des folies pour un joueur de location. Panarin souhaite absolument signer une prolongation de contrat avec sa nouvelle équipe. Le fit est là, mais je pense pas que c'est le meilleur fit. Dans le sens où tu as déjà tellement de gars axés sur l'offensive, puis tu sais, à quel point tu as vraiment besoin d'un autre allié comme ça. Oui, tu n'auras jamais trop de gars comme Martin Panarin, puis c'est vrai que ça te ferait un top 6 assez monstrueux avec Caulfield, Slavkovski, Demidov, Allel, puis Suzuki et Kapanen pour le moment, et éventuellement peut-être un autre deuxième centre. Mais je suis d'accord que sur le fait de pas besoin, ils n'en ont pas besoin, mais ils n'ont pas besoin de surpayer pour Panarin. Ils ont besoin d'un allié capable de jouer sur le top 6, idéalement sur le premier trio. Alexandre Texier puis Kirby Dach, c'est cute, mais peut-être pas à long terme. Mais justement, à long terme, Artemi Panarin ne sera pas une solution à très long terme aussi, de 34 ans déjà. Je ne serais pas prêt à donner la lune pour Panarin, dans l'éventualité où on me demande vraiment est-ce que je veux faire la transaction. Là, c'est vrai que le cas de figure, c'était take and use, il faut que tu fasses une offre, c'est quoi ta meilleure offre. Mais je suis d'accord avec Jean sur le fait qu'il n'y a pas vraiment besoin d'Artemi Panarin. Puis si je veux juste peut-être ajouter une petite précision sur ce que Félix dit, puis ça, c'est Elliot Friedman qui le mentionnait, je pense, en fin de semaine. Tu sais, on parle que Artemi Panarin veut signer une prolongation de contrat. Le camp Panarin, ce qui serait sur la table, c'est qu'on signe la prolongation. Dans le fond, Artemi Panarin veut la garantie d'une prolongation, du moins d'un nouveau contrat avant la transaction. Tu sais, c'est pas comme avec Mikko Rantanen que on t'échange, on va négocier ça après, puis tu sais, on est bonne avec ce qu'on veut faire. Non, Artemi Panarin veut la garantie avant la transaction qu'il va avoir un nouveau contrat avec sa nouvelle équipe. Fait que c'est. Même avec ça à Montréal, t'es comme. Tu peux pas. Tu peux juste pas. Puis je me dis juste, on a peut-être juste besoin d'un gars juste défensif pour qu'on arrête de donner à peu près une quinzaine de high danger shots soir après soir, puis t'espères que Jacob Debèche nous sort du trouble un peu. On n'a pas besoin de marquer de but. Tu vois, Mio, Jean, lui, connaît rondelle. D'ailleurs, il n'y a pas juste Jean qui semble connaître rondelle selon le baromètre Pierre-Olivier Poulain, dans le sens que, bon, on a Joël et Guy qui ont soumis un peu des réponses qui vont dans le même sens. Joël qui dit aucune offre et Guy qui dit, pas besoin d'un interprète pour Demidov, il parle déjà anglais. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça, là. Mais là où ça commence à devenir chaotique, c'est Yannick et Cam qui, parlent certainement d'une offre. Yannick qui parle de Laine, Kirby Dach, un choix de première ronde, plus, Pop, tu as certainement fait couler de l'encre sur le TikTok cette semaine pour l'avoir évoqué, mais David Reinbacher. Donc, on a là des réponses qui, on s'offre des petits choix, mais certainement, ce qui fait remarquer, c'est Reinbacher. Voici ce que Yannick avait à dire sur le sujet. On ne sait même pas s'il va jouer dans la Ligue. Laine ne sera plus dans l'équipe cet été. Si on le garde, les Canadiens ne le re-signeront pas. Et un premier choix, ça vaut ce que ça vaut. Dach, on le re-signe-tu cet été ou on le libère? Il faut que finalement, ton offre, ça ne vaut pas la chenoute de parler d'une autre offre qui incorporerait Dach et Laine, entre autres. Mais ça serait de rire du DG des Rangers. Mais quand même, là, initialement, on parle de Patrick Laine, Kirby Dach, un choix de première ronde, ainsi que David Reinbacher. Puis encore là, je salue l'analyse parce que pour moi, si, mettons, Kent Hughes veut vraiment déposer une offre et être sérieux pour aller chercher Artemi Panarin, pour moi, c'est probablement le gros maximum que tu peux donner puis de pas de faire complètement rire. Je dis pas que Chris Drury va le faire. Je pense qu'il va raccrocher poliment et va dire, écoute, Kent, c'est pas que j'aime pas ton boss, mais j'aime pas ton boss, puis l'offre qu'il y a à sa table, ça marche pas. Je pense que si le Canadien veut vraiment être dans le coup pour Artemi Panarin, ça commence par Michael H. Ça commence peut-être par Alexander Zarovski. Et je pense que l'organisation... Ou ça commence avec Jacob Fowler.
Puis je pense Voilà, que c'est l'organisation... les 3 sont des no-go. Voilà. C'est ça. Puis l'organisation, je pense, qu'a quand même mis quart de son temps pour dire que ces 3 gars-là sont intouchables pour l'instant à Montréal. Fait que d'après moi, je comprends Wenbeck, Adam Maxstrom, c'est peut-être le fun à trader, mais on parle quand même d'Artemi Panarin. Là. J'irais avec. Quand tu dis intouchable, je suis d'accord, mais pas pour n'importe. Intouchable pour Panarin. Si, imaginons. On parle de Robert Thomas, là, qui est un autre nom qui circule en ce moment, comme quoi ce gars-là pourrait être échangé. Si Saint-Louis t'appelle, veut, disons, Michael Age pour Robert Thomas, puis disons un choix de première ronde, quoi que ce soit, peu importe. Si ils veulent Michael Age et un choix de première ronde, puis même Linebacker, s'ils veulent ça pour Robert Thomas, là, il n'y a plus de ouais, mais on veut protéger nos gars. Non, ça part. Ces gars-là sont toutes les équipes à qui le Canadien va parler pour faire une grosse transaction. C'est sûr que ça va tourner autour de Age. C'est sûr que ça va tourner autour de Zarovski. C'est sûr que ça va tourner autour de Fowler. Ça pourrait tourner autour de Ryan Backer. Il y a des équipes qui pourraient encore le voir quelque chose de bien en lui. Surtout sa blessure dont on parlait la semaine passée, moins pire qu'on pensait. Ce qui est une bonne nouvelle. Là, mais ça reste une fois qu'il est chanceux en termes de blessure, il faut quand même... Oui, mais c'est pour une fois qu'il est quand même chanceux en termes de blessure, on va quand même le souligner. Je reviens aux offres et tout. Je regarde Laine, Dak, premier choix, puis Ryan Backer. Laine est un peu négatif à ce stade-ci. Ce qui est là, c'est purement pour des raisons salariales et c'est une valeur qui est très négative en ce moment avec Laine. Pour son salaire, il ne vaut pas 8,7 millions, mais pas proche. Dak, oui, sure, c'est peut-être un gars logique à échanger, un genre de jeune qui peut aider, mais ça n'a pas vraiment de valeur Dak sur le marché, dans le sens où t'es un gars qui est tout le temps blessé, qui n'a jamais montré qu'il était particulièrement dominant quand il était en santé, puis tout, puis ça n'a pas une tonne de valeur. Le vrai crunchy de cette offre-là, c'est Ryan Backer et le premier choix. dont une partie de cette valeur positive sert à enlever un peu du négatif avec Laine et Dak. Mais tu sais, je pense que c'est ça le constat. Puis je regarde les offres qui circulent. Là, je pense que le constat, c'est que le Canadien n'est pas dans une situation où est-ce que c'est logique pour lui d'aller chercher Panarin. Et il n'est pas dans une situation où c'est le genre de joueur pour lequel tu surpayes. Tu vas surpayer si t'es Kent Hughes pour un Robert Thomas dont on parlait ou un autre joueur un autre attaquant top 6, un joueur de centre idéalement, qui n'est pas si vieux que ça. Je pense que la seule et unique exception, c'est dans l'éventualité où si des Crosby devient disponible, n'importe qui part. Ça va juste au guichet, ça va tu fais la transaction, à la seconde où tu le fais, tout est remboursé. Fait que tu sais, même Nazem Kadri, qui est un autre nom qui circule beaucoup à Montréal ces temps-ci, on a appris cette semaine d'ailleurs qu'il n'a pas Montréal sur la liste d'équipes auxquelles il refuserait d'être échangé. Donc ça ouvre la porte à une transaction. Mais tu sais, je pense que Panarin, le fit est juste pas bon dans le temps si ça avait été en 2 ans, cette situation dans 2 ans, là, je pense qu'on aurait pu parler d'offres qui ressemblent à ça, voir le club être vraiment agressif, mais je pense pas qu'on va être extrêmement agressif pour un joueur de location à Montréal, puis c'est correct, tu sais, t'as un jeune noyau qui surperforme en ce moment, qui surperforme par rapport aux attentes, regarde où est-ce qu'il va t'amener, puis sois clair sur le fait que cette équipe-là, qui se rend loin en série ou non, c'est pas très grave. C'est juste le fait qu'on a une belle saison, une saison convaincante, puis si on gagne une ronde ou 2, ce serait cool, mais c'est pas supposé être l'année de la grande finale. Là. Fait que, tu sais, attendons avant d'y aller dans les grosses offres pour des joueurs de location, puis regardons peut-être des gars qui aimeraient à plus long terme. Je pense que c'est dans ce sens-là que c'est plus logique pour cette équipe-là. Puis je me mets juste dans les souliers de Chris Drury pour terminer. Tu sais, Seattle, l'offre qui serait sur la table, ça commence par Shane Wright. Fait que voilà. Comment tu veux rivaliser avec ça? Si juste pour commencer, tu mets Shane Wright sur la table, je pense que ça te passe déjà tout ce que Montréal peut offrir logiquement. Voilà. Tout ce que Montréal peut offrir qui n'est pas au minimum Michael Age. Et voilà. Et voilà. OK, avant qu'on se quitte, mesdames et messieurs, on avait aussi votre quiz du joueur de la semaine qu'on avait, encore une fois, sur nos réseaux sociaux. Le joueur qu'on avait pour vous cette semaine porte actuellement les couleurs des 76ers de Philadelphie, a disputé 27 matchs cette saison, seulement en 2025-2026, et pourtant, il a 25 matchs de suspension. Félix Forget, de qui parle-t-on? On en a parlé un petit peu plus tôt pendant l'émission. Paul George, qui est un vétéran qui s'est fait pogner pour une violation de règles antidopage
Même si ça fait longtemps qu'il est là. Fait qu'on en a parlé en long et en large. Une situation bizarre pour Paul George et les 76ers. On va espérer avoir plus de détails éventuellement. C'est que la Ligue ne peut évidemment pas tout dire dans ces situations-là. Mais bref, c'est dommage parce qu'il semblait avoir tourné le coin avec sa dernière performance. À quel point c'était dû au fait que à quel point la suspension est due au fait que. À quel point le fait qu'il ait tourné le coin est dû à la suspension. La question se pose malheureusement. Mais bref, hâte de voir ce que l'avenir réserve à Paul George et aux 76ers pour la fin de l'année. C'est dommage si ça arrive dans le contexte où Joel Embiid est en fin de retour de blessure et joue du monstrueux basketball. Est-ce que ça veut dire que Basketball Reference va devoir mettre Prescription P comme surnom à Paul George? Ouh. Et d'ailleurs, on salue les gens qui ont aussi deviné Paul George. Je me suis mérité là, de la blague de Podcast P, Pandemic P. On peut racheter Prescription P. There's in 5. Anyways, mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à cet épisode de la Triple Menace. Avant de se quitter, je vous invite à venir nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, notamment via le groupe Facebook des superfans des Tigers de Guangdong, où vous pourrez interagir avec nous et participer à l'émission, tel qu'avec les deux derniers segments, tels que le Perron d'église ou encore le Devine le joueur. Sinon, écoutez, on a toujours la revue de presse du Salon de Mio qui est disponible tous les jeudis matins, où je vous donne les dernières nouvelles du monde sportif. Bon Super Bowl et rappelle encore une fois que nous serons de retour lundi pendant la journée pour l'émission. Veuillez rester à l'affût. On sera encore une fois sur votre plateforme de choix, mais on va vous annoncer ça sur les réseaux sociaux. Anyways, d'ici là, passez un excellent Super Bowl, mesdames et messieurs. On va avoir du fun.